Mardi 21 avril 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres. Retour sur la déclaration de presse du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati a annoncé hier que le Bénin est désormais capable de faire 16 000 tests de dépistage du coronavirus par jour. Cette crise sanitaire liée au coronavirus engendre d'importants dégâts dans plusieurs secteurs d'activité dans le monde. C'est le cas par exemple du secteur du tourisme où tout est au ralenti aux grandes dames des acteurs. Le tourisme au Bénin face à la pandémie du coronavirus. Le reportage est à suivre dans ce journal. Les écoles et collèges sont toujours fermés à cause de la pandémie du coronavirus. Pour mettre fin à l'oisiveté des apprenants, de nouvelles stratégies sont mises en place par plusieurs établissements. Il s'agit des cours à distance. Vous verrez de plus près comment ça marche dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On commence par le point de presse du ministre de la Santé qui s'est tenu dans l'après-midi d'hier à Cotonou. On retient que le Bénin est désormais capable de faire 16 000 tests de dépistage du coronavirus par jour et que ces tests sont étendus aux conducteurs de gros porteurs aux frontières du Bénin. Je vous invite à suivre l'essentiel du message du ministre de la Santé. Je voudrais préciser qu'à ce jour, lundi 20 avril 2020, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, dont 40, quoique positifs au test de dépistage, ne présentent aucun signe de la maladie. Ces personnes sont isolées et prises en charge. 13 autres personnes porteuses de la maladie ne présentent pas de signes de gravité particulière. Elles sont hospitalisées et déjà sous traitement. En outre, nous avons enregistré un décès et parmi les 54 cas contrôlés positifs, nous avons 27 personnes guéries. Pour compter de ce jour, de mettre à la disposition des pharmacies la chloroquine à prix subventionné en vue de favoriser son aspect sécurisé à la population. Cette option se justifie par le fait que nous anticipons que les contacts seront de plus en plus observés et si leur prise en charge se fait précocement, nous maximiserons les chances de ne pas aboutir aux complications sources de décès. À ces différentes mesures, il convient d'ajouter l'acquisition massive de matériel de dépistage, de masques, de médicaments et autres équipements nécessaires au traitement des malades. Enfin, dans sa stratégie globale de riposte, le gouvernement a fait l'option d'un dépistage systématique des personnes symptomatiques, de même que tous les contacts des personnes contaminées. Par ailleurs, certains groupes considérés comme plus exposés, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, bénéficieront d'un dépistage systématique. C'est dans ce cadre que nous avons réceptionné plusieurs équipements permettant de rendre opérationnels de nombreux laboratoires de dépistage. Il s'agit notamment de postes de sécurité microbiologique de niveau 3, de centrifugeuses réfrigérées, de chaînes d'électrophorèse et surtout de 40 thermocycleurs, encore appelés appareils de PCR, pour la lecture finale des résultats, ainsi que de divers autres petits matériels nécessaires pour les manipulations. Avec l'acquisition de ces équipements, notre capacité de diagnostic s'étend désormais jusqu'à 16 000 tests par jour. C'est la combinaison de toutes ces mesures qui nous permet de faire face à la pandémie et d'espérer, si chacun de nous apporte sa contribution, de la maîtriser de façon à pouvoir continuer à exister le temps qu'elle s'éteigne.
Et de cette déclaration du ministre de la Santé, on retient qu'on peut maintenant acheter de la chloroquine en pharmacie au Bénin à un prix subventionné de 500 francs. C'est ce qui ressort de la séance de travail et d'échange entre le ministre de la Santé et les pharmaciens. Cette décision est l'une des nouvelles mesures prises pour une meilleure gestion de la pandémie du coronavirus au Bénin. Le compte-rendu de cette séance est signé Uri Gaba. Face aux pharmaciens, le ministre de la Santé donne les derniers chiffres relatifs à la propagation du coronavirus au Bénin. À ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, répartis comme suit. 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 0 malade en situation grave, 1 décès et 27 personnes guéries. Au regard de ces chiffres, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour passer à la vitesse supérieure dans sa stratégie globale de riposte contre cette pandémie mondiale. Il a été décidé pour compter de la semaine prochaine de procéder au dépistage systématique des communautés à risque, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, etc. En vue d'optimiser la prise en charge thérapeutique, et ceci dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a également décidé d'autoriser la CAME à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire national la chloroquine à un prix subventionné. Le comprimé de chloroquine 250 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA, soit 500 francs la plaquette. Le gouvernement espère donner davantage d'efficacité à ces actions durant les 3 semaines à venir, de sorte à permettre la reprise des activités essentielles sur l'ensemble du territoire national. Cette crise sanitaire liée au coronavirus engendre d'importants dégâts dans le monde. Au Bénin, par exemple, plusieurs secteurs d'activité sont touchés. C'est le cas du secteur du tourisme où tout est au ralenti, aux grandes dames des acteurs, ce qui amène à s'interroger à savoir si le coronavirus a-t-il créé une faillite au niveau du tourisme béninois. La réponse à travers ce reportage signé Elvis Tonoukouin et Narcisse Alossin. L'activité est bien notée. Mais je vous dis, tout est aux arrêts. Ça devient grave et chaque fois ça devient pire en plus pire. Ils sont tous unanimes sur le sort laissé par le coronavirus à leur secteur d'activité, le tourisme. Aujourd'hui, pas de tourisme. Déjà, les avions sont cloués par terre. Il n'y a pas de vol et c'est un peu difficile. Parce qu'on vit sous les touristes. Les touristes ne viennent pas. L'avion ne bouge pas. Donc nous sommes vraiment en danger. On ne sait pas quoi de faire. Des propos de dépit confirmés par notre constat sur le terrain. L'une de nos curiosités, les galeries d'art, qui restent un des magnons de tourisme au Bénin. Depuis que Corona est arrivé, j'ai plus vendu il y a très longtemps. C'est vraiment difficile. Les touristes ne viennent plus à cause de ce mal et c'est très difficile pour nous, très très difficile. Il n'y a plus de ventes. Avant, on vendait ça à 1700 brut. Aujourd'hui, nous allons tout finir. À 500, on ne trouve pas personne qui va payer. On vient à la maison, on va à la maison vide. Vous-même là, lorsque vous êtes entré dans la maison ici, est-ce que vous avez vu un seul client? Ils ne viennent plus. J'installe les choses, les gens, il n'y a personne qui vient, je suis là, je reste tout seul. Nous sommes allés ensuite à l'embarcadère d'Abomey-Calavi qui sert de couloir d'entrée pour les touristes à la cité lacustre Ganvier. En tout cas, le tourisme. Non, le tourisme ne marche plus ici à Ganvier. Avant, il y avait beaucoup d'affluence par ici. Des gens allaient et revenaient. Maintenant, plus personne. Tout comme ici, les fréquentations sont au ralenti au niveau des établissements hôteliers. Quelqu'un qui avait 20 clients, qui commence par avoir un seul client, est-ce qu'on peut quantifier? On ne peut pas quantifier. Ça veut dire que la fréquentation est carrément nulle en ces temps-ci. Parce que les gens sont confinés. Il n'y a plus de séminaires. Il n'y a plus rien. Les avions sont bloqués. Personne ne vient dans le pays. La fréquentation viendra d'où? Et visiblement essoufflé, ce promoteur hôtelier fait un clin d'œil au gouvernant.
Nous demandons aussi au niveau des impôts de voir l'échéancier du paiement des impôts. On n'a pas refusé qu'on ne paiera pas les impôts, mais de voir l'échéancier et savoir les allègements qu'on peut nous faire pour nous faciliter la tâche. C'est comme ça aussi au niveau de l'électricité, de l'eau, la SONEB, la SBE. L'État peut prendre la responsabilité de dire je prends à 50%, à 60% les factures d'électricité des PME surtout. Les autres acteurs du secteur du tourisme, eux, préfèrent s'en remettre à la providence. Je prie le bon Dieu pour que ce mal-là parte vite parce que c'est très difficile. On dit chez moi, enfant, et qu'on ronron, et qu'on zaïbé. C'est que quand vous savez courir, et vous savez prendre les petits fentes, et que tout le monde prie, et que ça ne dure pas dans le temps. Sinon, ça serait de la catastrophe. Difficile, pénible, compliqué, malaisé, bref, ces acteurs du tourisme béninois n'ont pas été avares de superlatifs pour qualifier ces moments que vit leur secteur d'activité. Un secteur qui, selon eux, est le plus affecté par la pandémie à la Covid-19. Le secteur de l'éducation est également touché par cette crise sanitaire mondiale. Les écoles sont fermées sur toute l'étendue du territoire national. Les apprenants sont à la maison sans grande occupation pour mettre fin à l'oisiveté qui les gagne par ces temps. Certains établissements proposent des programmes à leurs apprenants, une façon de garder les portes des classes ouvertes, bien que les enfants soient à la maison à travers des cours à distance. Ali Moumouni et Moufid Sagouran nous expliquent comment tout ça se passe. Incertain de la reprise des cours à la date du 10 mai, retenue actuellement par le gouvernement, après une première prorogation des congés du deuxième trimestre, plusieurs établissements ont repris les cours avec leurs apprenants, mais à distance. Christophe Agon est professeur de français à l'école franco-libanaise de Cotonou. C'est depuis sa maison qu'il dispense les cours à ses écoliers. Vous avez visualisé une vidéo aujourd'hui. Dites-moi un peu ce que vous avez retenu et dites-moi le thème sur lequel nous allons travailler. Vous avez vu le dispositif ici, c'est le portatif. J'ai aussi mon téléphone avec moi. Je suis connecté sur WhatsApp et sur Skype depuis mon portatif. Même chose pour mon portable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même n'importe où, en réalité, je suis prêt à répondre aux enfants lorsqu'ils ont des besoins. Depuis le congé de Pâques anticipé à cause de la crise sanitaire mondiale, les écoles sont infréquentables et les salles de classe vides. Les apprenants, quant à eux, sont probablement laissés à l'oisiveté. Nous avons respecté les consignes du gouvernement, de l'État béninois, qui a bien voulu que les établissements soient fermés en ces moments de pandémie. Alors, nous sommes dit à un moment donné que nous avons la possibilité de pouvoir dispenser des cours en ligne. Et nous avons acquis une plateforme à ce sujet. Vraiment, dès le début, on a trouvé que ce qui dépend de cette crise, peut-être on va prolonger la durée de rester les élèves à la maison. C'est pourquoi on a devant deux choix. Ou bien on attend, c'est pour que la crise c'est parti et on connaît que ça c'est pas facile. Ou bien on va travailler, on ne peut pas laisser les élèves sans enseigner à la maison. La plupart des établissements qui ont opté pour le cours à distance sont ceux du secteur privé. Et pour l'enseignement, la formule adoptée est la vidéoconférence. Plusieurs apprenants suivent le professeur depuis leurs ordinateurs ou leur smartphone. Et apprêtez-vous pour le cours sur Skype. Jusqu'à présent, on a utilisé 3 méthodes et on va attendre de travailler les 4e méthode. Je vais essayer de résumer tout simplement. On a utilisé l'application WhatsApp. Deuxième méthode, c'est de créer un film à propos de l'application PowerPoint. Troisième méthode, on a utilisé les Skype. La 4e méthode, c'est Google Classroom. On n'a pas encore utilisé, mais on va utiliser ça. Les établissements qui offrent ces services de cours en ligne à leurs apprenants ne dispensent pas tous les programmes. Actuellement, d'autres écoles se préparent à entrer dans la danse. Mais toujours est-il que le moyen de communication varie d'un établissement à un autre. Et nous avons acquis une plateforme à ce sujet et nous sommes dans les préparatifs. Je pense que d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine au plus tard, nous allons démarrer avec les cours en ligne. On pourra mettre à contribution les réseaux sociaux, mais ça sera une plateforme contrôlée en fait. Ça sera une plateforme contrôlée.
tout le monde n'aura pas accès. Tout le monde n'aura pas accès. Nos étudiants auront à signer même des chartes. Les enseignants également auront à signer des chartes. Et c'est sur cette base que nous allons mettre en ligne ces cours-là qui seront dispensés. L'enseignant sera en situation de classe. Il aura un tableau derrière lui, il pourra donner des explications et il sera filmé à ce propos. Les étudiants, depuis leur maison ou depuis leur lieu de réception, pourront suivre ces cours-là. Les dates des prochains examens nationaux de fin d'année étant fixées par le Conseil des ministres, les responsables d'école ne veulent pas se faire surprendre à la dernière minute. Mais ils restent confrontés aux difficultés liées à la connexion Internet. On reste dans le secteur de l'éducation. On s'intéresse à la décision du gouvernement portant création de l'ANAPES, entendez, Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. Il s'agit d'une nouvelle réforme pour mieux encadrer le recrutement, la formation et le suivi des enseignants vacataires ou communautaires. Ulrich Gaba s'est rapproché de quelques acteurs du monde éducatif. Suivez son reportage. Redonner à l'école béninoise ses lettres de noblesse, c'est l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon qui, à travers son Conseil des ministres du 15 avril 2020, décide de la création d'une agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. Une agence qui aura pour mission de corriger les maux qui inhibent le bon rendement dans les écoles publiques. Dans le rang des acteurs du secteur éducatif, la nouvelle est diversement appréciée. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Nous nageons quasiment dans l'obscurité par rapport aux dispositions à prendre. Et moi, j'entends bien les inquiétudes, les questionnements donc, des acteurs du système parce que, de par le passé, l'État avait toujours joué un rôle essentiel dans ce secteur-là. Et donc, si désormais, il faudra que le sort des enseignants soit confié à des agences, peut-être que cela pourrait apporter une certaine performance. Il a été dit qu'on constate que les établissements privés sont gérés avec une certaine rigueur et qu'il y a de très bons résultats, de très bons taux de réussite et de redoublement en fin d'année. Le diagnostic est très mal posé. On ne saurait comparer les réalités du public à celles du privé. Ce ne sont pas les mêmes choses. Si on en arrive à comparer le privé au public et on voit que les résultats du privé sont mieux que les résultats du public, je pense que le mieux, c'est de faire ce que le président de la République vient de faire. Et moi, je l'applaudis. En tant que technicien, vivant les réalités du système éducatif béninois, je pense que c'est l'une des meilleures idées du président Talon. Au cœur de cette révolution qui s'annonce dans le secteur éducatif, figure en bonne place le personnel vacataire ou communautaire. L'agence sera chargée de recruter, de former et de suivre cette catégorie d'enseignants. Des gens composés dans une commune donnée, cela devrait être un recrutement, suppose, mais on les envoie à près de 300 km sans assurer leur déplacement, sans les loger, si bien que certains ont abandonné. Et on dit dans le même temps qu'on a créé l'ANAPES pour penser à la protection sociale des aspirants. Nous autres acteurs sociaux, nous avons suggéré que l'on paye 12 mois sur 12 à ces aspirants. Mais on a préféré leur payer 9 mois au plus. C'est normal de vouloir améliorer le système éducatif, mais c'est aussi important de ne pas perdre de vue que les principaux acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'éducation doivent avoir de meilleures conditions de travail pour que ce objectif escompté soit atteint. En principe, tous les contractuels doivent pouvoir applaudir pour dire enfin, nous serons bien gérés maintenant, à moins que l'on ne soit pas pour le travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que les jeunes se donnent comme ils doivent se donner? Non. Malgré leurs avis divergents sur les questions précédentes, tous les acteurs du secteur éducatif accordent leur violon sur un seul point. Ils craignent la privatisation de l'école béninoise qui risque d'induire à la longue une augmentation des frais de scolarité, même si dans son communiqué, le Conseil des ministres martèle qu'il n'en sera rien. Parce qu'à la longue, quand on va confier la gestion d'un établissement public à un acteur privé, va dire bon, et pour que je puisse réussir ma mission, je ne peux plus continuer à appliquer le même taux d'écolage. Je dois faire comme dans le privé, c'est pour que les apprenants puissent bénéficier de meilleures prestations. Et là,
on va augmenter le droit d'écolage. Mais le président Talon nous a rassurés, puisque la République de Chili, en Afrique et en Amérique centrale, et en Amérique du Sud, a déjà tenté. Ce n'est pas une première. Qu'on confie des recrutements des enseignants à des agents, ce n'est pas une première. Mais là-bas, il y a eu augmentation des contributions scolaires. Si bien que le pauvre ne peut plus envoyer son enfant à l'école. Si on nous garantit qu'il n'y aura pas ça, je pense que c'est une bonne idée parce que nous avons des pratiques qui ne permettent pas le développement de l'école du Bénin. Ils espèrent tous une amélioration des performances du système éducatif béninois. Mais ils conseillent au gouvernement de veiller à ce que le pauvre ne soit exclu de l'école béninoise et que les vacataires et communautaires bénéficient de meilleures conditions de travail. Deux grands défis que doit relever l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. Tout autre chose maintenant et en politique. Après l'Union progressiste, la parole est maintenant donnée aux membres du Parti Bloc républicain sur votre émission matinale Actu Matin. Aujourd'hui, l'honorable Nathaël Soko-Ekpe, député à l'Assemblée nationale, au nom de sa formation politique, s'est prononcé sur les circonstances dans lesquelles vont se dérouler les prochaines élections communales et municipales. Le déroulement de la campagne préélectorale, la position du logo de son parti sur le bulletin unique. Ce sont là quelques-uns des sujets dont il a parlé. Je vous invite à le suivre. Nous savons que qu'on appelle la pandémie coronavirus a réduit la possibilité d'aller dans les grands rassemblements. En réalité, si on doit mieux comprendre, mieux cerner les élections locales, c'est les élections qui nous rapprochent plus de nos mandants. Ça veut dire qu'on n'a pas en réalité besoin d'un meeting pour convaincre. Est-ce que vous avez défini une stratégie déjà au niveau du bloc républicain depuis la dernière fois où, à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, vous avez passé par ce canal de tirage au sort pour savoir votre position et la réglementation mise en place par la HAC? Bon, vous savez, nous connaissons sur le spécimen notre position. Nous sommes en tête de peloton. Oui. C'est un signe fort, hein? Oui. C'est un signe très fort. Très bien. Nous, on était les premiers à déposer les dossiers. On est en tête de peloton. Oui. Mais ici, vous êtes dernier. Vous verrez. Oui. On est dernier ici. Vous verrez que la meilleure position l'emporte. On a les deux premières meilleures positions. Et si on est dernier ici, ça va sans dire. On encadre le dispositif. On encadre le dispositif. À la fin. Hein? On embarque tout le monde. On embarque tout le monde. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Non, on embarque tout. Vous le saurez. Ça ne veut rien dire. Non, vous le saurez au soir du 17. Et au soir du 17, nous serons les premiers. On est d'accord. On sera les. Parce que vous pensez que vous avez les meilleurs candidats, la meilleure stratégie politique. On a les meilleures stratégies. Et le meilleur projet. Vous savez, depuis lors que cette disposition a été prise par les instances dirigeantes du pays, avec à sa tête le chef de l'État, le bloc républicain, par la diligence de ses responsables, a pris des dispositions à travers ce que nous appelons à l'interne des directives. Et ces directives sont déjà mises en application sur le terrain et tout le monde, tous les candidats sont déjà aguerris pour la victoire au soir du 17 prochain. Le billet est prêt pour la victoire. Le billet prendra la plupart de nos mairies et pour imprimer une nouvelle marque de gestion et de pouvoir local. La campagne sera qui est un prolongement du pouvoir d'État. La campagne sera médiatique. On parle il n'y a pas de meeting politique qui soit observé pendant cette campagne-là. Est-ce que ça ne bouleverse pas un peu les habitudes pour vous qui avez été conseiller communal d'Abomey-Calavi? Avouons-le, ça bouleverse les habitudes, mais on s'y adaptera et on s'y adapte déjà. Ça bouleverse. Vous savez, il fut un temps où c'était les t-shirts, les casquettes, tout ça là, on distribuait pendant les campagnes, mais on a changé tout ça là. Le Béninois s'y est adapté. Au jour d'aujourd'hui, cette pandémie nous a réduit les marges de manœuvre. On ne peut plus aller sur le terrain en contact du plus grand nombre. Mais vous savez, je vais faire une confidence. Quand on se retrouve dans les grands meetings, on parle. Les gens vous écoutent très peu. Vous êtes en face de 500 personnes, de 1000 personnes. Vous faites votre communication, vous parlez que c'est vous. C'est vous qui avez le meilleur projet de société.
Les gens vous écoutent, mais quittant là, j'oublie tout ce que vous avez dit. La page magazine de votre journal, pour finir maintenant, on s'intéresse à la mauvaise haleine. Eh bien, il arrive de détourner du regard en pleine conversation alors que votre interlocuteur ouvre la bouche. Le plus souvent, c'est parce qu'il y a cette odeur désagréable qui se dégage de sa bouche et donc on parle de mauvaise haleine. Quelles sont les causes de la mauvaise haleine et comment la traiter? Élément de réponse à travers ce magazine signé Ingrid D et présenté par Narcisse Alossé. Lorsque vous avez une mauvaise haleine, en tant que personne, vous ne pouvez pas être accepté dans la société. Impossible pour certaines personnes d'ouvrir la bouche sans indisposer leur entourage. Et pour cause, elles exhalent à chaque prise de parole une odeur fortement désagréable, difficile à supporter. Face à la mauvaise haleine que dégage leur bouche, certains préfèrent détourner leur regard. D'autres, plus directs, bouchent leur nez en signe de dégoût. Certains de mes amis qui sont de la mauvaise haleine, quand ils me parlent, je fais comme ça et puis je lui réponds, je lui tourne droit, carrément. Il y a certains, je m'éloigne. Il y a certains, bon, s'ils sont mes amis, je peux leur conseiller. Je reste là, mais je ne peux pas respirer ça. Je regarde d'autres côtés. J'ai été en contact avec des personnes qui avaient de mauvaises haleines. Sur le champ, je me suis éloigné. D'accord, parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'un humain puisse quand même avoir de mauvaises haleines. Pour moi, ce n'était pas acceptable. On peut juste à cause de ça vous recaler pour, par exemple, un entretien d'embauche. Tout le monde ne se brosse pas. Quand tu vas sortir ça là, tu seras un peu réticent. Certaines personnes, quand ils constatent que tu as ces odeurs, ils ne s'approchent plus de toi. Loin d'être une maladie, la mauvaise haleine peut survenir, selon les spécialistes de santé, en cas de mauvaise hygiène dentaire, de déshydratation ou de consommation d'épices fortes. La mauvaise haleine est le symptôme d'une maladie. On ne dira pas que c'est une maladie. Alors, les causes de la mauvaise haleine sont multiples, mais la principale est bucco-dentaire. Alors, si vous avez des caries, c'est-à-dire des trous dans la dent, ils vont accumuler des restes d'aliments qui vont se décomposer. Ça va dégager. Si vous saignez de la bouche, ce sang va fermenter, ça va dégager. Il faut dire qu'en Afrique, nous mangeons très épicé. Donc, si vous mangez très épicé, pendant que vous digérez, vous aurez des reflux, vous allez émettre des gaz, et c'est ces gaz qui vous donneront la mauvaise haleine. Si vous mangez très épicé, de l'ail, du poivre, beaucoup d'épices, alors pendant que vous digérez, vous aurez des reflux, vous allez émettre des gaz, et c'est ces gaz qui vous donneront la mauvaise haleine. Mais une fois que vous avez fini de digérer ça, la mauvaise haleine s'en va. Mais si vous êtes en permanence dans une alimentation épicée, poivrée, tout ça, elle peut être continue. Même s'il reconnaît que la mauvaise haleine est à 90% d'origine bucco-dentaire, le spécialiste de santé précise que les angines, les plaies, les tumeurs buccales, le diabète, la sinusite et l'ulcère peuvent aussi provoquer des odeurs fortes dans la bouche. Il propose des astuces pour y remédier. Il faut savoir que résoudre le problème de la mauvaise haleine, elle est pluridisciplinaire. Pour régler le problème de la mauvaise haleine, quand surtout c'est d'origine bucco-dentaire, il faut 3 choses. Première chose, c'est se brosser après chaque repas, ou tout au moins 2 fois par jour, après le petit déjeuner et après le repas du soir. C'est boire à longueur de journée. Parce que si vous avez la bouche sèche, vous allez dégager. Il y aura fermentation, donc vous allez dégager. Troisième chose, c'est qu'il faut changer sa brosse tous les 2 mois, rigoureusement, et acheter une brosse de qualité. Cette brosse de qualité sera choisie avec votre dentiste. Le dentifrice adapté à votre brossage sera choisi aussi avec votre dentiste.
La mauvaise haleine peut se manifester aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Il est donc recommandé de consulter un dentiste au moins une fois l'an. Des méthodes naturelles ou des recettes de grand-mère peuvent aussi aider à combattre la mauvaise haleine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. L'actualité suit son cours sur Canal 3 et sur notre plateforme numérique www.canal3télévision.com. Merci de nous rester fidèles. À demain 13h. D'ici là, prenez soin de vous.